ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane, sur RLP. RLP 102.3, aujourd'hui avec Maître Nathanaël Machter, avocat, ancien magistrat, intervenant sur Judaïque FM et qui a été interviewé récemment par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Sarah Halimi, car il avait fait sa contre-enquête. Alors l'affaire Sarah Halimi, qu'est-ce que l'affaire Sarah Halimi? On va aller sur Wikipédia, dont la page, je dois le dire, a évolué au fur et à mesure du temps. On en parlera aussi avec Maître Machter, la façon dont la description de cette affaire peut évoluer au fur et à mesure du temps. Pour résumer, le 4 avril 2017, à 4h du matin, une juive orthodoxe de 65 ans, qui s'appelle Sarah Halimi, se fait agresser chez elle par un voisin qui s'appelle Kobili Traoré, qui passe sur un balcon, qui séquestre ses voisins, qui passe sur le balcon d'après, qui l'attrape par le cou, qui la tabasse durant 20 minutes en l'insultant en arabe et en récitant des versets du Coran, qui s'approche de la fenêtre, qui dit « elle va se suicider » et qui la balance, très clairement. Alors, ça pose quand même beaucoup de problèmes, cette affaire-là, parce qu'il y a un petit goût de répétition, quand même, hein, dans cette chose. Et puis, ce qui nous intéressera aussi aujourd'hui, c'est la façon dont la description a évolué au fur et à mesure du temps, et la façon dont, si vous voulez, on a commencé à regarder le meurtrier, parce qu'il faut quand même savoir cette dame a été tabassée, me semble-t-il, durant près de 20 à 30 minutes. Alors, maître, avant de commencer, déjà, vous qui avez enquêté sur l'affaire, est-ce que ma description est exacte ou est-ce que j'en ai omis ? Bon, elle est assez exacte, elle est un petit peu courte parce que les faits sont un petit peu plus compliqués que cela. Et effectivement, vous avez raison d'insister sur le fait qu'elle a été battue durant, pas 20 minutes, mais presque un peu plus de 10 minutes par un homme extrêmement athlétique, donc Kobili Traoré, malien d'origine, dealer de son état et voisin de Sarah Halimi, alors qu'elle a 66 ans, qu'elle mesurait 1,50 m et qu'elle pesait 50 kg, si vous voulez. Donc, il l'a battue, il a exercé sur elle une véritable séance de torture sur le balcon de celle-ci. Et ce qui est particulier, c'est que cette séance de torture a eu lieu au vu et au su de tout le voisinage qui était à son balcon et qui a assisté impuissant à cette séance de torture et aux hurlements de la victime et aux insultes que vous avez très bien résumées, aux insultes. Alors dire que c'est en arabe, c'est excessif, c'est des insultes en français, mais intercalées avec de pseudo-récitatifs de sourates du Coran, comme on en entend parfois dans les banlieues, c'est-à-dire à peu près n'importe quoi. Et puis le fameux Allahu Akbar. Et il la traite de shaitan aussi, hein, non ? Oui, il l'a traité de shaitan, ce qui veut dire le diable en arabe, et qui est un terme souvent accolé aux juifs dans le Coran, d'après ce qui m'a été expliqué. Et puis il a tenu des propos très un peu curieux, mais très raisonnables. Comme vous dites, il a dit aux policiers une femme va se suicider, ce qui fait qu'ils ont pensé qu'il était là pour la sauver, peut-être. Bon, enfin, c'est pas très. Il y a des grandes claques le poing fermé, oui. Et puis il a proposé des phrases du style j'ai fait ça pour venger mon frère, maintenant je vais payer. Il s'est adressé aux voisins, à la victime, à lui-même, et puis ensuite il est retourné chez les voisins. Et là, il a attendu que les policiers enfoncent la porte pendant une trentaine de minutes. Et pendant, ce qu'il faut qu'on vienne noter également, c'est qu'il n'y a pas que les voisins qui ont assisté à ces actes de torture et à cette défenestration. Il y a aussi la police qui était sur place, qui était à la fois dans la porte des voisins et puis en bas, et qui sait, je dois dire, la police s'est spécialement manifestée par son incapacité et sa lâcheté cette nuit-là, puisqu'ils sont arrivés à 4h20 devant la porte des voisins, que quasiment immédiatement il est passé chez Sarah Halimi, qu'elle a dû être défenestrée vers 4h40, c'est-à-dire 15 minutes grosso modo après qu'il ait été chez elle, et qu'entre 4h40 et 5h10, elle est restée allongée par terre en train d'agoniser après avoir chuté de 3 étages, et qu'aucun de ces vaillants policiers, pourtant armés de casques lourds, de fusils longue portée, et de toute une histoire de tout un attirail balistique dont ils se complaisent à donner la liste en procédure qui est très impressionnant, et que tous ces vaillants guerriers n'ont rien pu faire pour se porter à son secours, ni avant qu'elle chute de la balustrade, ni pendant qu'elle agonisait à terre. Donc voilà. Pas de premiers soins, rien du tout ? Rien du tout. Ce qui donne une idée à la fois du type de climat dans lequel on vit, qui est un climat horrible, de peur,
C'est horrible, c'est une histoire horrible, parce qu'il donne une idée d'ailleurs à la fois du climat dans lequel vit le voisinage, c'est-à-dire qu'on peut regarder comme ça, à peu près tranquillement, une voisine se faire tuer de son balcon sans oser intervenir, sans faire autre chose que d'appeler le 17. Et puis on peut avoir des policiers armés, casqués, et qui en fait se comportent avec une lâcheté totale. Il faudrait d'ailleurs se demander pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la police en est réduite à craindre sa propre intervention, c'est-à-dire à toujours se méfier des conséquences de ses actes. Parce que manifestement, il s'agit de ça, c'est pas un manque de moyens, c'est pas un manque d'effectifs, mais on voit bien que ni il porte secours, ni il neutralise l'agresseur, et voilà. Enfin, on est dans le 11e, hein, on n'est pas dans le 9-3 ou dans une banlieue chaude, nous sommes dans la belle ville, dans le 11e, c'est un peu... Alors, bon. il est vrai, Stéphane, permettez-moi là-dessus tout Oui. de même de vous indiquer qu'on est dans le 11e, mais dans un quartier tout de même particulier. Ça se passe rue Vaucouleurs. Et il faut savoir que c'est quand même une petite cité à soi tout seul. Hein. Je veux dire, c'est des bandes de jeunes d'origine africaine ou islamo-maghrébine qui font du deal. Il y a juste à côté de cet emplacement une mosquée. Enfin, il y a la rue Jean-Pierre Timbaud qui n'est pas loin. Et ce garçon, Kobili Traoré, fréquentait assidûment la mosquée en question, qui est une mosquée de type tablir salafiste. Et toute la rue Jean-Pierre Timbaud, maintenant, est occupée par des librairies islamistes et cette fameuse mosquée. C'est l'endroit où une fameuse polémique est née il y a quelques années sur les prières de rue. Je veux dire qu'on voyait la rue envahie de croyants qui criaient. Donc vous dites c'est en plein Paris, j'en prends note, mais je vous laisserai la responsabilité de cette affirmation. Non, j'essaie de comprendre ce qui faisait que des policiers avaient été effrayés au point de ne pas aller porter les premiers soins à quelqu'un agonisant par terre. Je ne sais pas de quoi ils ont été effrayés, ceci dit. Leur action n'a pas été examinée lors de l'enquête correctement. L'IGPN n'a pas été désigné pour s'intéresser à ce qu'ils avaient fait ou pas fait. Et encore aujourd'hui, je dois dire que tout le monde passe beaucoup de temps à parler des expertises psychiatriques, parce que c'est un volet important de ce dossier, ou de l'action de la justice, mais se garde bien d'aborder l'action de la police. Tout le monde est gêné à cet égard. Alors, justement, avant d'aller sur les conséquences et les interprétations, on va finir sur les faits. Est-ce que Madame Halimi habitait là-bas depuis longtemps ? Ah oui, Madame Halimi était une pédiatre à la retraite, mais qui avait exercé l'essentiel de son activité comme directrice de crèche. Elle vivait seule depuis le décès de son époux. Je pense qu'elle vivait là-bas depuis 25 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Elle était parfaitement identifiée. Du quartier, présent dans le quartier depuis plusieurs dizaines d'années. Oui, puis elle était parfaitement identifiée comme étant d'abord la seule juive de l'immeuble, ou même de ce pâté de maison. Elle était orthodoxe, elle portait la perruque. Et lors des fêtes juives, elle recevait sa famille. Il faut comprendre que Kobili Traoré vivait juste en dessous de chez elle, l'appartement en dessous. Et donc, effectivement, il y avait là la confrontation de deux calendriers, de deux cultures, de deux modes de vie complètement différents. Et puis, l'appartement par lequel il est passé pour rentrer chez elle est un appartement loué par une famille très proche de la sienne, qui sont originaires du Mali, du même village que sa famille à lui. Il les connaissait très bien. Et donc, elle avait à la fois son voisin par le balcon, qui était donc une famille africaine, musulmane, assez croyante apparemment, avec laquelle elle avait eu des altercations sur la base de ce différend culturel, et son voisin du dessous, qui était donc Kobili Traoré et sa famille. Bon, et avec lesquels elle avait eu aussi maille à partir, dans des questions, je rentre dans l'ascenseur, je me fais bousculer, je me fais insulter, enfin des choses comme ça. Ça n'avait jamais été jusqu'au point d'une plainte ou quoi que ce soit, mais enfin elle est dans une situation qui ne la rassurait pas. Donc, vous savez parfaitement chez qui il se rendait ce soir-là. Bah oui, c'est la question que j'allais poser, tout à fait. C'est sa voisine du dessus. Alors, je veux dire, la voisine du dessus, c'est quand même quelqu'un d'assez important dans une vie. On sait qui habite au-dessus, on est dérangé par ses bruits, etc. Donc, il y a quand même toujours un rapport un peu sensitif, on va dire, et un peu particulier à ses voisins. Donc, il savait à qui s'attaquer, en fait. Il y allait volontairement. Il est allé se taper... Contrairement à ce qu'a été la thèse farfelue qui a été
raconté par les experts. Mais ça, on va y aller après, sur l'interprétation qui a été faite et peut-être la façon dont on a essayé de diminuer la gravité de l'acte. Juste avant la pause, est-ce que Madame Halimi se sentait en danger? Est-ce qu'elle avait essayé de partir? Elle a senti le mouvement venir ou elle a été prise par surprise? Non, elle n'a pas été surprise, elle se sentait en danger, elle souhaitait partir, elle l'avait manifesté. Elle se sentait en danger, c'était une menace un peu diffuse, on va dire. C'est une oppression présente, en fait, d'accord. Mais oui, c'est une oppression à la fois des voisins. Puis quand elle va aller dans le hall de l'immeuble en bas, je veux dire, moi j'y étais, il y a tout de suite 10, 15 gamins d'origine africaine qui sont là, qui dealent, qui se bousculent. C'était une toute petite bonne femme, seule, avec la perruque, croyante. Et puis quand son gendre ou ses enfants venaient, il sortait avec les enfants, enfin au vu de tout le monde. Il y a un moment, c'est sûr qu'elle se sentait un petit peu seule là-bas, et je crois qu'elle aurait bien aimé partir, bien sûr. L'affaire Sarah Halimi, cette dame qui a vécu 25 ou 30 ans au même endroit, cet endroit visiblement s'est transformé, vous me l'avez dit, à la fin c'était devenu un point de deal avec beaucoup d'immigration extra-européenne. Est-ce que c'était le cas lorsqu'elle avait emménagé auparavant, ou est-ce qu'il y a vraiment eu transformation de l'environnement? Écoutez, je peux pas. Moi, il s'avère que j'ai grandi dans le quartier de Belleville, donc ça ressemblait pas à ça. Ça ressemblait pas à ça dans les années 70. Et puis il y a un livre qui est sorti, qui est très très intéressant, qui s'appelle Rue Jean-Pierre Timbaud, justement, d'une journaliste qui s'appelle Géraldine Smith et qui raconte comment son quartier a évolué et comment son quartier comment d'un quartier bobo, gentil, etc. C'est devenu un quartier où la pression de l'islam, où la pression islamiste est devenue très très forte. Donc cette transformation de ce quartier a été décrite. D'accord. Oui, il y a une documentation tout à fait là-dessus. Alors on va généraliser, on va globaliser. Vous êtes effectivement juif pratiquant, parce que vous êtes sur Judaïque FM. Je sais que vous ne cachez pas vos positions. C'est aussi pour cela que je vous ai invité, afin qu'on puisse en parler. Est-ce que vous pensez que le ressenti de la communauté juive au quotidien en France a évolué depuis ces dernières années, notamment face à ce fait divers terrible par rapport à d'autres? Je veux dire, être juif en France en 2021, est-ce que c'est la même chose qu'en 1980? Non, assurément pas. Il convient de noter que cette affaire est un choc terrible pour la communauté juive. Je veux dire, parce que, on n'a pas développé plus tout à l'heure, mais le fait est que le meurtrier, l'assassin, a été complètement exonéré de sa responsabilité dans cette affaire, et dès le début. Consensus judiciaire pour l'exonérer de sa responsabilité, et du coup exonérer tout le monde de sa responsabilité, que ce soit la famille, les amis, les types chez qui il a passé la nuit ou avec lesquels il est allé à la mosquée, les prédicateurs de la mosquée qui ont dû tout de même jouer un rôle important dans sa radicalisation. Parce qu'il y a une radicalisation. Je veux dire, ce qu'on ne dit pas du tout dans le dossier, c'est que le type est venu avec des affaires propres, il s'est changé avant d'aller chez Sarah Halimi, il a mis des sous-vêtements propres, il a fait des ablutions, il s'est lavé les pieds, il a récité des prières. Autrement dit, il y a un cérémonial rituel qui démontre une imprégnation radicale et salafiste, qui a été complètement éjectée du dossier. Donc, cette position de la justice, qui a été une position d'exonération du coupable, tout en se protégeant de grands débats sur la psychiatrie, etc., qui était vraiment... Bon, bref, en tout cas, la communauté juive l'a très mal vécu en France, très très mal. Elle estime qu'elle est mal protégée par les institutions, et mal protégée par l'institution judiciaire. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, d'ailleurs, que très tranquillement, on a un candidat à la présidentielle qui explique tranquillement à la communauté juive que le problème n'est plus ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais que le problème, c'est de protéger les juifs de l'antisémitisme de la communauté musulmane en France, qui est devenu le problème majeur des juifs dans les quartiers périphériques de Paris. Majeur. Je veux dire que ce sont des quartiers qui se sont vidés. Dans les écoles publiques, les juifs ne peuvent plus mettre leurs enfants. Moi, j'ai des amis qui m'ont raconté qu'ils amenaient leurs enfants à l'école et qu'il y avait parfois des cars de police ou de CRS devant l'école pour les protéger. C'est super rassurant, en fait. Bon.
Donc c'est une situation qui témoigne. Alors on a aussi un exil malheureux, mais évident. Beaucoup font leur alia. Moi j'ai perdu des amis, des gens avec qui je travaillais ou que je fréquentais souvent. Et ben ils sont à Tel Aviv et je les vois plus maintenant. On fait de temps en temps des webcams, ils sont partis. Et bon, je dois dire que tout ce mouvement à la fois d'humiliation des Juifs au quotidien dans les banlieues, de maltraitance par l'institution judiciaire, de départ vers Israël, s'effectue quand même dans l'indifférence générale des pouvoirs publics, peut-être à leur satisfaction. On n'a pas le sentiment qu'il y ait de tentative de les retenir, ni de pointer les problèmes que pose l'antisémitisme d'origine maghrébine en France. Il y a un auteur qui s'appelle Georges Bensoussan, qui est un historien, qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Les territoires perdus de la République » et qui est un spécialiste de la situation des Juifs au Maghreb. Il a été poursuivi par le parquet de Paris, à la demande du CCIF, qui est dissous depuis, mais qui était une association communautaire musulmane, parce qu'il avait dit que les musulmans têtaient l'antisémitisme avec le lait de leur mère, au sein de leur mère. Bon. Il a été poursuivi pour apologie de haine raciale. C'est-à-dire que le gars qui aujourd'hui vient expliquer que la situation des Juifs devient intenable dans les banlieues et qu'il y a un antisémitisme arabo-musulman violent qui conviendrait de traiter et d'aborder, le gars qui parle de ça se fait poursuivre en justice. Donc, ça vous donne une idée du niveau de censure qui s'exerce sur ce type de problème. On le voit sur Wikipédia, j'étais en train de regarder, cet article, depuis le 3 janvier 2020, a été modifié 500 fois. L'article Wikipédia sur absolument l'idée des enjeux, la fébrilité des gens qui viennent réécrire les faits, les interprétations. En fait, il a évolué 500 fois depuis le 3 janvier 2020. Les gens viennent et comme on parlait de cette interview, on en a parlé, je crois, en juin dernier. Moi, j'avais lu cette page Wikipédia en juin. Je l'ai lu aujourd'hui. Elle a évolué. Et moi j'ai l'impression que on cherche parfois à minimiser, à déresponsabiliser, à cacher un petit peu, disons par la politique de l'autruche, ce qui s'est vraiment passé et quelles en sont les conséquences. C'est vraiment l'impression qu'on a de l'extérieur quand on voit ça. Je dirais moi que le problème fondamental est là, c'est-à-dire la question de la responsabilité dans nos sociétés qui paraît de plus en plus mal posée. C'est-à-dire le fait qu'un criminel qui n'a aucun regret sur son acte, simplement parce qu'il a fumé quelques joints, se retrouve en hôpital psychiatrique, puis irresponsable de ses actes, ça pose un problème majeur sur ce qu'on comprend comme le sens de la responsabilité dans une société. Et le sens de la peine aussi. C'est-à-dire qu'on considère que la peine n'a aucun sens social. Donc c'était vraiment un abandon de souveraineté, là, sur ce qu'est la responsabilité et la peine comme fonction sociale, qui est extrêmement préoccupant. Alors comment réagit la communauté juive face à ces faits divers? Parce qu'on parle de l'affaire Sarah Halimi, mais il y en a malheureusement un certain nombre d'autres plus petites, on va dire, qui sont pas aussi atroces et aussi horribles. Il y a quand même les incidents du quotidien qui sont relativement présents. Comment réagit la communauté? Elle se replie sur elle-même? La communauté se replie. Oui. La communauté se replie sur elle-même. Les gens. Vous savez, il y a deux types de communautés. Il y a une communauté, on va dire, communauté de gens simples qui vivent dans une classe moyenne ou un petit peu en dessous et qui vivent ça très durement parce qu'ils sont au contact de ces populations et qu'ils en souffrent. Et puis après, il y a une communauté, on va dire, une intelligentsia qui ne connaît absolument rien à ces problèmes et qui réagit en fonction de l'opportunisme politique du moment. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser, là, ces importations du conflit israélo-palestinien, avec tout ce qu'on peut entendre ici ou là, est-ce que ça n'a pas aussi sa part de responsabilité et d'influence sur ce... Écoutez, si on regarde honnêtement la situation, importation du conflit je parle d'intellectuels qui, parfois, sur Internet, sur les plateaux, s'épanchent et, comment dirais-je, évoquent des idées. Est-ce que quelque part, ils ne sont pas un peu responsables de tout ça? Oui, mais enfin, si vous voulez, le problème majeur, on parle de l'importation du conflit israélo-palestinien, moi je veux bien, mais je veux dire, il y a une... Non, je disais des gens qui en parlent, je dis pas vraiment que c'est venu chez nous, il y a des gens par contre qui en parlent et qui mettent en avant un certain nombre de choses, d'accord. Mais enfin, moi je vois une responsabilité beaucoup plus grande de tous ceux qui en France passent leur temps à remuer la culpabilité française à l'égard de la colonisation, par exemple. Autrement dit, à victimiser les enfants
et petits-enfants des anciens colonisés, et à entretenir ce contentieux entre la France et les descendants d'Algériens ou de Marocains qui sont venus ici. Ça, je trouve ça beaucoup plus grave, parce qu'on entretient une scission identitaire en France et un ressentiment et une violence des enfants héritiers de la colonisation qui est dramatique. Et je crois que la question là, elle est essentielle, bien plus importante que le conflit israélo-palestinien. Donc il y a une culpabilité vis-à-vis de ce qu'a été la colonisation française qui joue actuellement comme un poison dans la société et des deux côtés. Vous êtes très zémourien dans ce que vous venez de dire. Mais je crois que, je sais pas si je suis zémourien. Non, mais l'idée que vous venez d'exprimer, là, est très zémourienne. Je pense que si Zemmour prospère comme il le fait, c'est parce que nos élites et nos gouvernants ne veulent pas nommer ces problèmes. Il me semble que dans une grande partie de ce que dit Zemmour, il y a une façon de nommer des problèmes que simplement d'autres ne veulent pas nommer. C'est toujours ennuyeux lorsque vous laissez à d'autres, au premier trublion venu, le soin de nommer des réalités que vous-même ne voulez pas voir. C'est toujours très risqué sur le plan politique. On met la poussière sous le tapis, à un moment donné, ça se voit trop. On met la poussière sous le tapis jusqu'au moment où il y a un type courageux qui vient lever le tapis et balancer la poussière au visage de tout le monde. Et c'est sans doute ce qui est en train de se passer dans la vie politique française actuelle. Alors, pour terminer, qu'est-ce que cette affaire Sarah Halimi, la position, le ressenti de la communauté juive en France, comment vous voyez l'avenir? Vous restez optimiste? Ça va s'arranger? C'est un fait isolé? Non, je suis pas du tout optimiste. Je suis extrêmement pessimiste. Il y a récemment un tribunal correctionnel à Toulouse qui a considéré que un imam qui faisait des prêches antisémites en citant le Coran ne pouvait pas être poursuivi pour apologie de la haine raciale parce qu'il n'appartenait pas au tribunal de porter un jugement sur le Coran. Que si le Coran disait qu'il fallait tuer les Juifs, ma foi, le tribunal ne pouvait pas aller contre. Il y a des lois en France, non? Il m'a semblé entendre un ministre de l'Intérieur il n'y a pas très longtemps, on en évoquait quelques-unes, non, à ce niveau-là? En tout cas, ça a été la position. D'accord, ok. Donc une jurisprudence inquiétante. D'accord. Un tribunal. Il y a eu le parquet a fait appel sur cette décision. Mais je veux dire qu'il y a quand même, je pense, une tendance de fond en France, nourrie par cette culpabilité que j'évoquais tout à l'heure, et certainement un sentiment de défaite et d'abandon face à la force qu'a l'islam de s'imposer comme idéologie politique et comme force théologique. Et je crois qu'il y a une grande difficulté de nos élites et de nos fonctionnaires et de notre fonction publique à y résister. Et je crois qu'on s'en rend compte même dans l'hommage qui est rendu actuellement à Samuel Paty, puisque on n'aborde pas en face ce qu'a été la position de l'éducation nationale, on n'aborde pas en face ce que sont les réactions très contrastées, très défavorables à cette commémoration, qui viennent de certains quartiers, de certains élèves dans les écoles, etc. Et là encore, voilà, on est confronté constamment à une tentation d'abandonner le terrain face à cette puissance qu'est l'islam politique aujourd'hui en France. Alors vous, maître, vous êtes régulièrement en Dordogne, près de Saint-Astier, c'est ça? Dans ces environs-là. C'est une région magnifique. Ok, donc en fait, vous faites partie de ces gens qui fuyaient les grandes villes pour aller dans un milieu plus rural, plus tranquille, ou alors vous avez d'autres raisons de venir chez nous? C'est le coup de foudre pour la Dordogne, coup de foudre pour ces paysages, et je comprends vraiment, lorsque je m'y promène, que les hommes préhistoriques y aient fait leur domicile, parce que c'est sûrement l'un des plus beaux lieux qu'on puisse trouver dans le monde. La Dordogne en automne, c'est quelque chose. Ouais, tout à fait. Mais dans toutes les saisons, elle a son charme à chaque saison. Tout à fait. Ouais. Même en plein hiver. Bon, merci beaucoup d'avoir parlé pour RLP sur 102.3 sur des sujets qui sont toujours un peu compliqués, mais que, comme vous l'avez dit, qu'il faut savoir regarder, qu'il faut savoir envisager, parce que sinon, un jour ou l'autre, il nous pète à la figure. Donc, c'est important de ne pas se voiler la face. Et il faut regarder la réalité telle qu'elle est pour pouvoir justement essayer de rendre le monde meilleur. La traiter et ne pas l'ignorer. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphane Lambert, à bientôt. RLP. Radio libre en Périgord.